Bonjour à toi, le format des épisodes évolue et s'adapte à tes retours. Pour te permettre une écoute plus fluide, chaque sujet sera traité en 3 épisodes, respectivement attribués à une rencontre, une personne. Tu écoutes la deuxième rencontre du deuxième sujet d'Ipséité nommé « Être français ou française et d'origine étrangère ». Dans le cadre de ce sujet, tu as l'opportunité de rencontrer 3 personnes, 3 Français et Françaises. Ces Français ont des origines de pays étrangers ou de territoires historiquement étrangers. Pour ce sujet, j'ai fait le choix de rencontrer des personnes racisées et aux origines non européennes. Toutes nées en France, ces personnes ont grandi et évolué en France. Au cours de leur vie, leurs origines ont déterminé en partie ce qu'elles sont, leur rapport aux autres, mais aussi le comportement d'autrui à leur rencontre. Marie-Amaëlle est la deuxième rencontre de ce sujet. Française et d'origine de multiples pays d'Afrique de l'Ouest. Nous parlerons notamment de son enfance et adolescence, de la représentation des personnes noires et racisées en France, de racisme systémique et de la richesse de ces communautés. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te laisse donc rencontrer Marie-Amaëlle, française et d'origine sénégalaise, corse, béninoise, de Guinée-Conakry et ivoirienne, que j'ai rencontrée au collège. Bonjour Marie-Amaëlle. Salut Raphaël. Je vais t'appeler Marie tout le long par habitude. Ça te va ? Ça me va très bien. Tu fais partie de l'épisode sur la question d'être d'origine étrangère et française. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors je m'appelle Marie-Amaëlle, j'ai 24 ans et je suis journaliste. Ok. Dans le cadre de cet épisode, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes origines, si tu peux les définir ? Alors ma mère est d'origine sénégalaise, enfin née au Sénégal à 100%, de père et de mère. Mon père, lui, est métis, donc j'avais une grand-mère qui était corse, pas du côté de mon père, donc un grand-père paternel qui était lui béninois. Et mon père, en fait, est né en Guinée-Conakry, mais a grandi en Côte d'Ivoire. Donc si tu veux, toutes ces origines se mêlent un peu, ce qui font que je peux pas te répondre, je suis juste du Sénégal et de la Guinée parce que c'est le lieu de naissance de mes parents, mais j'ai aussi plein d'autres origines qui viennent s'ajouter à tout ça, quoi. Ok. Et quand tu as grandi, tu as des communautés repérées ou repérantes pour toi avec lesquelles tu as grandi ou... Alors, dans le cadre de ma famille, on est une très très grande famille, donc il faut dire que mon père a 7 frères et sœurs. Ma mère, elle a 3 frères et sœurs, donc ce qui fait que typiquement mon père, par exemple, lui était... la culture de laquelle il était le plus proche, c'était vraiment la culture ivoirienne, par exemple. Donc, au sein de ma famille, même de mes oncles plus ou moins éloignés, on va dire que la culture ivoirienne était très présente. Mais la culture congolaise aussi, par exemple, était très présente. Enfin, c'est vraiment, on va dire, un grand mélange de tous les pays, toutes les régions d'Afrique de l'Ouest, quoi. D'accord, ok. Tu as grandi dans une ville à côté de Toulouse où il y a essentiellement entouré de blancs. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton parcours de par la perception du fait que tu sois potentiellement considérée comme étrangère ? Alors, très vite, on sait qu'on est différent. C'est pas forcément quelque chose de difficile. Hein. On sait qu'on a une différence, on sait que voilà. Et puis, même très très jeune, hein, ça arrive très tôt, même déjà à l'âge de 4-5 ans. On se retrouve dans une classe et puis tu vois très vite que t'es la seule personne racisée ou la seule personne noire. Et puis, on te dit, ça va être des chamailleries un peu à l'école. On va te dire, t'es noir, t'es ci. Et puis, le réflexe que tu vas avoir, c'est de te dire, non, je suis pas noir, je suis marron. Enfin, t'as ce truc-là un peu coloré. Donc là, déjà, c'est une première prise de conscience en disant, ok, je suis pas comme eux, moi. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, moi, on a eu des parents qui nous ont déjà très vite, on va dire, sensibilisés à ces questions-là en nous disant, mes enfants, vous êtes naturellement remarquables, donc faites-vous remarquer autrement que par ça, en fait. Donc voilà, il fallait qu'on soit irréprochable, ça, on l'a toujours fait comprendre et quelque part, je les en remercie, tu vois, c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi. Donc au départ, moi, je vois pas ça comme un handicap. Disons que c'est dommage, et puis en termes d'identité, ça peut être compliqué au début, mais si tu veux, moi, j'ai toujours pris comme un avantage dans le sens où c'est vraiment une double casquette. J'ai envie de dire, quand je suis dans un milieu où il y a beaucoup, beaucoup de blancs, je sais comment me comporter, on va dire, je sais comment... Les codes ne sont pas les mêmes que quand moi je suis par exemple au sein de ma famille ou avec d'autres groupes de pairs qui sont plus proches de moi en termes de culture, de couleurs, où on est plus dans les mêmes ambiances. Enfin, pour moi, c'est une force, quoi. J'ai envie de dire, je suis aussi bien à l'aise dans un milieu où il y a des blancs parce que le collège était comme ça, l'école était comme ça, mais je suis très très à l'aise aussi quand je suis dans ma sphère familiale où là, oui, c'est mes pères, c'est mes frères et sœurs, c'est ma famille, ou alors ce sont mes meilleurs amis. Je vois ça plutôt comme quelque chose de positif, en tout cas. C'est vraiment prendre de tout, voilà. Et t'as pas eu l'impression de t'obliger à être autrement pour te faire accepter ?
Du coup, quand tu dis double casquette, cette question-là? Alors moi jamais, j'ai toujours su finalement qui j'étais, tu vois, quand je suis avec ma famille, c'est vraiment, je change pas en fait, celle que je suis quand je vais être peut-être plus avec un univers où voilà, encore une fois, quand t'es à l'université, quand t'es à la fac, quand t'es à l'université, quand t'es à l'université, quand t'es au collège, quand t'es à l'école, effectivement, c'est un univers blanc, mais moi j'ai toujours été pareil. Quand je te parle à toi, Raphaël Blanc, je vais pas parler de manière différente quand je suis avec ma sœur ou quand je suis avec mon frère, c'est la même chose avec quand je suis avec mes amis racisés, tu vois. Disons que oui, les sujets vont pas être les mêmes, mais comme toi par exemple, je sais pas, tu vas être avec un groupe d'amis plus ou moins différents qui a des centres d'intérêt complètement différents. Enfin, c'est aucunement pour moi en tout cas lié là à ce stade à la couleur de peau. Ou à l'origine. Ok. Et tu avais commencé à en parler aussi des forces et des possibles qui sont de cette différence de culture, des multiples espaces, sans dire qu'il n'y a aucune connexion. Mais qu'est-ce que toi, tu visualises comme un gros plus d'avoir grandi dans des communautés et cultures très différentes? Pour moi, c'était vraiment le truc, je trouvais ça genre trop classe en fait d'être noire. J'ai jamais pris le fait, tu vois. Souvent, moi j'entends, il y a beaucoup de gens, de personnes racisées qui vont dire oui, il y a toujours un moment de ma vie, j'en pouvais plus, je voulais être blanche. Moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. En fait, quand je voyais moi, tous les souvenirs que j'ai vraiment du coup on va dire que les blancs que j'ai fréquentés, c'était vraiment dans le cadre de l'école. Oui, effectivement, encore une fois, on est très peu. Et voilà, on a grandi dans des petits villages. Enfin, c'est pas un village non plus, le Tournefeuille, mais c'est vrai que ça reste une petite ville. Donc effectivement, on est tout le monde se connaît. Voilà, tout le monde se connaît, puis on est moins représenté. Mais quand j'étais chez moi, c'était vraiment la joie, c'est vraiment très culturel aussi, où on aime faire la fête. Donc pour moi, c'était vraiment un truc de mais c'est tellement bien en fait d'être noir, c'est tellement bien. Et puis il y a tout cet événement aussi de la musique, tu sais, qui venait aussi des États-Unis, où c'était tout le hip-hop, et puis on était un peu stylé, tu vois, tout le monde voulait aussi un peu faire partie de cette ambiance-là. Puis moi j'étais putain, mais en fait, c'est moi, c'est nous, tu vois. Donc il y a ce truc-là, je voyais ça vraiment comme une force. Et aussi, encore une fois, je disais, on est en France, donc effectivement, typiquement des blancs, ils vont avoir une culture, je dis pas qu'elle est pas univoque, il n'y en a pas qu'une. Hein. Et moi, je voyais ça comme une force dans la mesure où, en plus d'avoir la culture française, on avait plein d'autres cultures différentes. Et pour moi, intellectuellement, c'était une grosse force. Enfin, j'étais là, mais attends, tu te rends compte, nous, on connaît ci, on connaît ça, parce que notre père, quand on était petit, nous racontait des histoires sur le royaume du Bénin, le Dahomey. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est de la connaissance, c'est de l'intelligence. Donc, je voyais ça vraiment, c'était une force, quoi. Ouais. Donc ça n'a jamais été masqué, plutôt toujours chercher à être assumé et exploiter tous les possibles en fait alors moi j'ai jamais vu en tout cas ma couleur de peau comme quelque chose dont je voulais me dessaisir ou non ça jamais de la vie quoi. Ça a toujours été, je pense que ça c'est encore une fois grâce à mes parents, tu vois, qui me disaient oui effectivement vous êtes noir, vous êtes un peu différent des gens que vous allez croiser en tout cas à un moment donné, mais ça c'est pas du tout un désavantage, c'est quelque chose, c'est une force quoi. Et encore une fois c'est là qu'elle me disait tout le temps, et cette phrase je m'en souviens parce qu'elle m'a marqué, c'est vous êtes naturellement remarquable. Donc oui, c'est quelque chose que tu peux pas t'en défaire, tu le vois automatiquement sur c'est un critère visible, on va dire, qui fait qu'on va tout de suite le percevoir. Donc ça, n'en faites pas quelque chose de... Parce qu'on sait très bien que dans la société dans laquelle on est, c'est quelque chose qui peut être instrumentalisé contre vous à un moment ou à un autre, c'est comme ça, c'est une réalité. Donc faites tout pour que... Non. Ouais. Et tu parlais de la représentation des personnes noires dans le rap, que c'était quelque chose de stylé aussi dans le milieu de la culture aussi. Il n'en reste pas moins, et on le remarque aussi avec des événements en ce moment, type Black Lives Matter, les manifestations qui existent, où on conscientise que la représentation des personnes noires et des personnes racisées, elle est différente des personnes blanches au niveau de la télé, des médias, des publicités, de l'ensemble. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup peut-être touchée quand j'étais plus jeune, c'est le fait, on s'en rend pas compte, on n'arrive pas à conscientiser, à dire que ah oui, effectivement, c'est parce qu'on est sous-représenté, mais moi j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire, mais en fait t'es belle, avant d'accepter, me dire, ah mais en fait tu peux plaire, en fait tu peux être belle. Et quand t'évolues dans un milieu aussi où il y a peut-être plus de blancs, ou même dans les représentations des séries, t'as l'habitude de voir par exemple le couple mixte n'existe pas ou peu, où tu te dis tu vois peu de noirs représentés, si ce n'est dans des pubs grossières, tu vois, des trucs hyper dégradants, même dans les films, ça c'est des études sociologiques, tu sais très bien, où tu vois par exemple que la femme, ça va être soit la meuf de la cité,
Ou la Ou femme de alors la ménage. femme de ménage, enfin, voilà, c'est des trucs hyper rabaissants. Mais ça, tu t'en rends pas compte tout de suite. Mais après, c'est vrai que dans toi, enfin, moi, on va me dire, ah, mais en fait, oui, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas moche, tu vois. Et tout de suite, tu te dis, mais de toute façon, une noire, elle peut pas être jolie. Enfin, Mm. après, il y a tout le classique de tu connais très bien, mais t'es belle pour une noire. Ouais. Qui s'applique aussi aux Asiatiques, bien sûr, mais t'es belle pour une Asiatique. Enfin, ce truc-là, tu vois, c'est quand tu le comprends, donc ça arrive peut-être à une dizaine, enfin, on va dire une quinzaine d'années, j'exagère, Ouais. ça te renvoie un truc assez fort, t'es là, mais what? Mais. Oui, c'est Mais. mieux des autres, comme si... j'en parlais avec une autre personne pour le même épisode, là, Safia, et sur le phénomène d'assignation, finalement, de se dire, ah ben, t'es mieux que ce que ta communauté représente. Ça, tu l'as ressenti, là. Tu l'as perçu dans Oui, ce bon, genre ça de... après, c'est toute la question, tu sais, sur les bons noirs, Ouais, les c'est mauvais ça. noirs, quoi. C'est typiquement, genre, toi, t'es quelqu'un, peu importe, hein, t'es quelqu'un, on va dire, t'as fait quelques années d'études, tu travailles, on va te dire, ah, mais toi, t'es pas comme les autres, toi. Toi, ça s'applique aux Arabes, ça s'applique aux Asiatiques, enfin, quoique, encore, les Asiatiques, ils sont réputés comme minorité, ah, ils sont bien, ils sont discrets, mais c'est toujours pareil, en fait. C'est comme tu dis, c'est que parce que tu as une couleur de peau, finalement, on essentialise, on part du principe que parce que tu es asiatique, tu agis comme ça, ou parce que tu es noir, ou parce que tu es arabe, tu agis comme ça, et bon, c'est clairement raciste, quoi. Et ça, c'est clairement ce qu'on appelle pour moi le racisme systémique, tu vois. C'est ça. Et quand tu dis que tes parents, ils t'ont dit d'être la meilleure forme de ce que tu peux être, c'est à la fois hyper encourageant et c'est ce qui doit aussi exister. Mais c'est peut-être, je sais pas, je comprends aussi comme un peu lié où si tu le fais pas, tu vas vite, t'as une difficulté supplémentaire en fait. Alors oui, ça c'est un peu la tristesse du truc. Après, si tu veux, moi je l'ai accepté ça. Ouais. Je voyais ça comme, ok, c'est pas grave, je vais être, je pouvais, comme moi c'est une force parce que tu pars du principe que en plus de réussir, tu dis t'es noir, mais tu dis mais c'est génial parce que rien n'était, enfin en tout cas parti pour, enfin quoi que c'est un peu dramatique dit comme ça, mais tu te dis que j'avais peut-être effectivement moins de chance sur le papier, en tout cas avec la classe de laquelle je suis issue, tu vois, tu prends quelqu'un de mon niveau, tu dis ah peut-être qu'il aurait eu un tout petit peu plus de chance, et en fait non, t'as juste réussi à remettre le rapport à égalité. Donc moi je trouve que non, t'es encore plus fier, tu vois, tu te dis c'est que j'ai réussi quoi, donc c'est cool. Ouais, tout à fait. Donc, changement de sujet, la question d'être français, c'est une vraie question pour moi d'arriver à définir finalement qu'est-ce que ce serait. Est-ce que toi, tu arrives à mettre une définition sur ce qu'est être français? À partir pour moi du moment où t'es né en France, que t'as grandi en France, que tes influences de toute façon culturelles sont françaises, pour moi t'as grandi en France. Après, qu'est-ce que ça veut dire être français? J'ai envie de te dire... Paul ne répondra certainement pas à la même question que moi, une Emma non plus, ou un Kader répondra certainement une réponse tout à fait opposée à la mienne, mais pour moi, je peux pas me sentir autre chose que français, c'est le seul pays que j'ai connu finalement, tu vois, peut-être que si j'avais été vivre 15 ans aux États-Unis, je te dirais, je me sens finalement un peu américaine, mais là, pour moi, c'est juste simplement le fait de se dire, ok, j'ai grandi dans ce pays, c'est mes valeurs, c'est ma culture, je suis française, quoi. Ok. Donc, on l'a dit précédemment, il y a une réalité en France où, même s'il y a une certaine évolution, les stéréotypes sur les personnes racisées, ils sont encore très présents. Qu'est-ce qui, pour toi, pêche le plus et où il faudrait agir pour que ça évolue? Franchement, c'est hyper difficile de répondre à cette question-là. Tu te dis qu'en fait, l'histoire finalement du racisme, elle date d'il y a tellement longtemps, enfin, elle héritait de siècles d'esclavage, puis de colonisation. Donc déjà de base, les gens ils ont dit ok, parce que vous êtes noir ou parce que vous avez une couleur de peau qui n'est pas blanche, vous êtes inférieur. Donc sur un critère biologique, on a dit ok, vous êtes inférieur. De là ensuite, ça évolue, puis on a dit maintenant, vous avez cette couleur de peau là, vous avez une culture qui est différente de la nôtre, du coup votre culture elle est pas du tout ok, elle est inassimilable. Donc on est parti sur un truc, ok, c'est hyper culturel, c'est du racisme culturel. Tous ces trucs-là se sont finalement institutionnalisés. On a construit des systèmes tout autour de ces biais. Puis maintenant, on est dans un racisme, comme on dit, systémique, tu vois. Et pour moi, pour se défaire de ça, bien sûr, ça passe par la déconstruction. Mais aujourd'hui, tu vois, dans le débat, je trouve qu'on parle beaucoup de... Oui, on dit Black Lives Matter, tu vois que les gens, ils sont là, ils manifestent, je trouve ça super bien, mais toutes ces questions-là, en fait, il faut dire qu'il y a des gens, tu vois, qui sont conscientisés depuis genre 20 ans, tu vois, qui mènent un combat depuis 20 ans, tu vois, tu prends des réseaux sociaux, tu vas sur Twitter, t'as des afrofemmes qui sont là depuis des années, genre qu'on n'écoute pas, et puis là, tout d'un coup, tu vois, il y a un gros sursaut, c'est très bien, c'est très bien. Mais il y a plein de choses qu'on refuse de remettre en question, et pour moi, c'est là que la convergence des luttes, elle est hyper importante. C'est que typiquement, dès qu'on commence à mettre en avant des trucs tels que le privilège blanc,
Là, tu vois, les poils, ils se hérissent. Comme quand tu dis patriarcat, Ouais, rien ne va plus. Mais tant que tu ne remettras pas en cause le système établi en disant, OK, il y a des dominés, il y a des dominants. Il y a des oppressés, il y a des gens qui oppressent pas de manière délibérée. Mais leurs conditions aujourd'hui, un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, il bénéficie d'un putain de privilège dans la société. Et ça, il faut qu'il le comprenne. Ouais. On dit pas qu'il doit rentrer chez lui le soir et pleurer en disant mon Dieu, c'est horrible ce que je fais à ce monde. Non, juste prends conscience de ça. Ouais. Et conscience de ça. Et en fait, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est quand tu m'en avances ces questions-là, tout de suite. Et c'est pareil pour la question sexiste, hein, les hommes, quand tu parles du patriarcat, on va tout de suite te dire non, mais c'est bon, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Ouais. Non, mais c'est pas tout le monde qui est raciste. Mais c'est pas ça la question. On vous demande juste d'accepter que parce que vous êtes homme, ou parce que vous êtes blanc, ou parce que vous êtes hétérosexuel, ou parce que vous êtes genré, on va dire, correctement pour vous dans une société, vous avez un privilège. Et juste accepter de remettre en question, juste pour qu'on puisse en discuter. Juste qu'on dise, ok, on est d'accord sur ça, maintenant on discute. Et pour moi, ça, c'est déjà un step qui est hyper important et dont on est loin, tu vois. Bien sûr. Contrairement aux gens qui vont dire, oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes de racisme. Ok, ça, les gens, ils vont dire. Ok, ils vont dire, mais ils vont souvent dire, ah, mais moi, je suis pas raciste, moi. Oui, mais tu sais pas, mais des fois, dans ta manière de parler, tu vas avoir des biais qui le sont, mon coco, tu vois, sur des trucs de racisme un peu ordinaires. Tu vas l'être. Donc, moi, je pense que quand on aura déjà déconstruit ces notions de privilège et qu'on n'aura pas peur d'en parler très ouvertement, puis il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de livres qui ont été faits sur toutes ces questions-là, c'est vieux, quoi. Ça me fait écho à comment est perçu le racisme par les personnes qui le sont, potentiellement, ou qui ont des propos racistes, où il y a encore un format unique de raciste en France perçu. C'est-à-dire Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour, quelque chose de trash, de fort, et qui du coup, si on n'est pas trash, finalement, on ne serait pas raciste. Et du coup, quand tu parles des personnes qui disent « mais je suis pas raciste », c'est qu'en fait, pour moi, il n'y a pas d'écho forcément avec Éric Zemmour ou Jean-Marie Le Pen dans la forme, mais finalement, il y a en effet un racisme systémique, et parfois plus fin, qui ont fait partie de la construction dans l'éducation. Est-ce que toi, quand tu y es confronté dans ton quotidien, en soirée ou quoi que ce soit, tu arrives à réagir à chaque fois ou c'est pas toujours... Alors, disons que moi, je sais que, bon, encore une fois, ma mère, elle nous a tellement préparé à ça. Enfin, elle est arrivée, tu vois, en France, elle était hyper jeune, elle venait faire ses études, elle est arrivée du Sénégal, et puis même dans le milieu professionnel, elle a très vite été confrontée à ça. Enfin, les gens même les supérieurs qui lui balançaient des trucs à la gueule, et puis tu peux pas te dire que c'est autrement que parce que t'es noir, tu vois. Et donc, en fait, moi, je sais très bien réagir. Typiquement, un gars, ça m'est déjà arrivé à Toulouse, hein, marchant dans les rues, un gars qui me dit « Oh, sale négresse ». Ok, what else? Enfin, ça, franchement, c'est un truc... Ça me place. Mais ça, c'est ma sensibilité à moi. Ça, c'est moi qui réagis comme ça. Il y en a d'autres qui seraient révoltés. Moi, je me dis, mais comment est-ce que tu veux que je m'aligne à ce truc-là? Ok, what else, si tu veux. Mais après, là où c'est plus difficile pour moi, c'est quand c'est comme tu dis une fois, encore une fois, c'est quand c'est insidieux, quand c'est déguisé, quand c'est masqué. Là, moi, je perds tous mes moyens. C'est typiquement une fois, c'était une soirée, c'était à Tournefeuille, je crois. Et puis, on parlait un peu de... Je sais plus de quoi on parlait, et puis on finit par me dire, mais toi, de toute façon, t'es pas française. Comment ça, moi, je suis pas française? Bien sûr que je suis française. Ah, mais toi, de toute façon, arrête, on sait. Tu vois, il y a ce truc-là un peu genre déguisé sous une forme d'humour, enfin sous-entendu, oui, parce que t'es noir. En France, on est blanc, quoi. Bref, t'as très bien compris le raccourci. Bien sûr. Et je sais pas, ça, j'étais là, mais t'es qui, toi? Ouais. Pour me dire que moi je suis pas française. Et là, c'est mon ego, tu vois, peut-être ma fierté. Genre, attends, genre moi, moi qui suis quand même fière, tu vois, d'être française et qui suis quand même fière de cette origine-là. Et il considère que la France, c'est quand même un panel multiculturel assez incroyable. Toi, tu viens me dire que moi, parce que je suis noire, j'ai dit, mais t'étais malade, toi. Enfin, là, il y a clairement un biais raciste. Enfin, c'est même pas il y a un biais, c'est raciste. Et là, tu vois, j'ai même pas su comment réagir. J'étais dégoûtée, en fait. Ouais. Et j'étais bien plus dégoûtée que quand il y a un type qui passe dans la rue qui va dire, ah, sale noir. Ouais, ok, mec. Parce que ça paraît plus dur face aux autres à convaincre. C'est-à-dire que si tu es entouré de personnes et que le mec qui dit sale négresse, on ne peut plus perçu que comme raciste. Alors que quand on est sur quelque chose de plus fin, ça amène à un débat et c'est épuisant parfois de devoir déconstruire ça. Oui, alors moi je suis pour le fait qu'on en parle et qu'on déconstruise tant qu'on peut. Et puis en fait on se rend compte que des fois quand on t'avance des thèses, ça tient tellement pas la roue que t'es là, mais ok, attends, je vais te dire pourquoi je vais déconstruire son idée qui est complètement insensée, qui tient pas la roue. Donc oui, après ça peut être épuisant mentalement. Et moi j'ai beaucoup de copines avec qui je suis qui disent maintenant c'est bon, il y a des livres, je pourrais t'en conseiller 10 000 des livres ou des podcasts ou des... Enfin,
Il y a plein de... Mais je trouve que c'est quand même important de... Quand tu rencontres quelqu'un, ça dépend à quel niveau, bien sûr. Hein. À quel degré on parle, tu vois. Ouais. T'es en face, comme tu me dis, de quelqu'un, mais voilà, d'un partisan ou d'un fils spirituel, d'un Éric Zemmour ou d'un Jean-Marie Le Pen. Là, je sais pas s'il faut essayer de faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, mais en tout cas, quand on peut, essayer de, par des trucs assez simples, d'être le plus pédagogue possible et d'essayer de faire passer des idées. Je pense que déjà, qu'on se mette d'accord sur un truc, qu'on se dise, ok, tu penses ça, ok, mais on est, tu vois, essayer d'avoir un point d'accord peut-être minimal, dire, là je pense qu'on peut déjà enclencher un truc. C'est petit, c'est peut-être peu, il y a des gens qui te diront, mais c'est pas assez, ça va pas assez vite. Oui, I know. Mais genre, on fait, enfin tu vois, on essaie quoi, et puis surtout pas baisser les bras. On finira par y arriver, j'en suis sûre. Ouais. Et tu parles de livres ou de podcasts qui peuvent permettre de s'informer sur cette question-là. Tu recommanderais quoi? T'en as en tête là ou pas? Bon, alors après, je prêche un peu pour ma paroisse, mais pour mes deux super collègues qui font un podcast qui s'appelle Virginie Nussbaum et Célia Héron, qui font un podcast qui s'appelle Brise-Glace, dans lequel elles évoquent toutes ces questions un peu, donc c'est très large, on parle de questions liées au racisme, c'est vraiment des sujets très tabous, sur lesquels les gens s'expriment de manière anonyme pendant à peu près une vingtaine de minutes. Sinon, il y a Kif Taras sur la question de vraiment l'identité, en tout cas la race, ça c'est le top du top, quoi. Après, t'as plein de livres magnifique, super intéressant, dont un qui s'appelle Le racisme est un problème de blanc, de Rémi Hodgelo, et en fait elle explique justement toute la notion c'est une auteure anglaise qui explique justement toute la notion de privilège blanc. Et donc en anglais le livre s'appelle Pourquoi je ne parle plus de racisme avec mes amis blancs. D'accord. Et justement c'est parce qu'à chaque fois tu vois, et ça fait écho à voilà, toutes les personnes racisées, je pense, pourront plus ou moins en tout cas te dire la même chose. Je peux parler au nom de tout le monde, mais je pense qu'on peut être d'accord sur ça, c'est que dès que tu commences à évoquer ces questions-là en disant « Ah non, mais t'as vu », on va te dire « Oh là, mais t'exagères, tu dramatises un peu. » Mais t'es qui, toi, pour me dire que je dramatise un peu? Enfin, c'est ma sensibilité, c'est mon émotion. Si je te dis ça, enfin, arrête, quoi. Puis moi, souvent, quand j'ai ce discours-là en face de moi, « Non, mais là, t'exagères un peu, c'est pas parce que t'es noire, tu le prends personnellement. » Je dis « Mais attends, ça t'est jamais arrivé, toi, par exemple, en tant que femme, dans une discussion, qu'on te rabaisse un peu, dans une discussion face à un homme, et tu t'es jamais dit « C'est parce que je suis une femme, et s'il avait eu un homme en face, il lui aurait jamais parlé comme ça. » C'est exactement la même réflexion. Et c'est le seul truc que j'ai, tu vois, aujourd'hui, pour essayer de dire, mais arrêtez de dire que les gens dramatisent. Et quand bien même les gens se dramatisent, chacun sa sensibilité. Si quelqu'un dans la rue, il a subi un petit truc, toi, à côté, tu vas considérer que c'est pas du racisme, lui, il a le droit de dire, moi, je l'ai vécu comme une attaque raciste. C'est sa sensibilité à lui, il est plus sensible que toi, ou il est moins sensible qu'un autre, c'est pas à toi de le juger, tu vois. Ça te regarde, enfin, c'est pas toi de définir ou de décider de l'émotion de quelqu'un, ça, c'est un truc qui m'énerve beaucoup. Bien sûr. Et pour terminer, parce que déjà obligé de terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui est jeune ou moins jeune, mais qui se retrouve en difficulté liée à sa couleur de peau pour, elle, agir et s'assumer en tant que personne racisée? Je pense que c'est tellement dur, c'est tellement, tu vois, encore une fois, quelque chose de personnel, mais je dirais déjà de jamais avoir honte. Jamais, jamais, parce que ça c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup. Moi j'ai beaucoup entendu, Dieu merci encore, je remercie ma mère énormément, mais c'est toujours été une fierté. Notre couleur de peau, ça a toujours été une fierté, on a toujours fait une force, et il faut jamais à aucun moment donné avoir honte de ce que tu es. Enfin, ça s'applique à n'importe qui, et le plus possible le tourner en un avantage. Ce qui peut paraître comme quelque chose qui te ralentira dans la vie, et c'est de le tourner, de faire quelque chose de fort, peu importe dans quoi, peu importe ce dans quoi tu t'épanouis, mais ne surtout pas avoir honte, ne surtout pas tenir un discours du type je veux être blanche. Non, vraiment. C'est dur, je veux dire, dans une société qui te pousse à penser l'inverse et à faire l'inverse, mais voilà, essayer dans la mesure du possible de se raccrocher, mais voilà, tu vois, c'est à des podcasts, à des discussions, essayer d'aller en discuter avec ses pairs, ne pas avoir peur de poser des questions dès qu'il y a une phrase qui va te gêner dans ton évolution, ou des choses qui te plaisent pas, des fois tu t'oses rien dire parce que effectivement tu vas être en minorité, peut-être essayer de dire non, pourquoi tu dis ça, ou pourquoi tu penses comme ça. Essayer de confronter les gens. Jamais avoir peur de confronter les gens. Plus facile à dire qu'à faire, je sais. Bien sûr. Mais il faut y aller. Bon. Merci beaucoup, Marie. Mais je t'en prie. La rencontre avec Marie-Amaëlle m'a fait mesurer les inégalités de place et de traitement. Je reste marqué par l'importance de devoir être irréprochable pour être finalement protégé en France. La place du racisme systémique est très forte et sa reconnaissance silencieuse. Sa place est forte et également pour Maxence, originaire d'un territoire aujourd'hui français. Maxence nous parlera de l'histoire de la Martinique, de sa place en France et de ce qu'est que de se sentir étranger dans son propre pays.
Pour rencontrer Maxence, je t'invite à écouter la 3e et dernière partie du sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipséité.podcast. À tout de suite.